Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Un thème facile de ce 29 décembre 2023, nous y sommes. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Présence du sang dans les selles, que faire? C'est l'interrogation à laquelle nous essayerons de répondre pour ce numéro de votre émission en termes faciles. Et pour débattre du thème, nous recevons pour vous, fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, Martin Sopon. Il est médecin hépato-gastro-entérologue au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Bonjour Monsieur Sopon. Bonjour Madame la journaliste. J'espère que vous allez très bien. Ça va. Alors dites-nous, le médecin hépato-gastro-entérologue soigne quel organe? Voilà, le médecin hépato-gastro-entérologue. Vous savez, en médecine, on aime beaucoup les terminologies. Hépato pour dire foie, gastro pour dire estomac, entéro pour dire intestin. Donc pour faire court, c'est le médecin qui soigne les maladies de l'appareil digestif. Donc appareil digestif, passant par le tractus digestif, donc de l'œsophage jusqu'à l'anus, et les glandes annaises qui sont le foie, le pancréas. Alors voilà qui est bien dit, on va rentrer de plein pied dans le thème du jour, mais avant on marque une pause. Martin Sopon, en thème facile ou en thème médical, par quel nom désigne-t-on la présence du sang dans les selles? Alors, il faut dire que il y a plusieurs appellations en médecine pour désigner la présence de sang dans les selles. Ceci dépend de la couleur du sang. Et donc, on va parler de rectorragie par exemple, qui est l'émission par l'anus du sang rouge vif. Mais il faut dire que le terme de rectorragie, vous voyez, rectorragie, ça vient du rectum. Donc, ça veut dire stricto sensu que c'est ce sang-là, ça provient que du rectum. Alors que ça, c'est un terme consacré qui est abandonné aujourd'hui. Pour désigner aujourd'hui aussi l'émission de sang rouge par l'anus, on parle d'hématochézie. Donc, l'hématochézie, c'est l'émission du sang rouge vif par l'anus. Et il faut dire que l'hématochézie concerne n'importe quelle partie du tractus digestif. Alors, la deuxième appellation, on parle de méléna, pour dire mélas, en grec qui veut dire noir, et héna qui veut dire sang. Et donc, méléna, ça veut dire émission du sang noir digéré d'odeur nauséabonde et par l'anus. D'accord, donc on retient comme thèmes médicaux rectorragie, méléna et hématochézie. D'accord, nous entendons également parler justement de méléna. Méléna, comme vous venez de le dire, pour plus d'explications, qu'est-ce que cela signifie en thème facile? Voilà, je disais tantôt que le méléna, ça provient d'un mot grec pour dire mélas, ça veut dire noir, et héna, ça veut dire sang. Et donc le méléna, au fait, c'est du sang noir, d'aspect de goudron, mais qui a une mauvaise odeur. Mauvaise odeur simplement que c'est du sang digéré. C'est du sang digéré, c'est pour ça que ça a la couleur noire, c'est vraiment malodorante. Si vous êtes dans une pièce où quelqu'un qui a le méléna se met à nu, vraiment, il faut protéger les narines parce que c'est une très mauvaise odeur. D'accord, et quant à la rectorragie?
La rhétorragie, c'est l'émission par l'anus du sang rouge vif. Et il faut dire que j'ai dit tantôt, le thème de rhétorragie, ça concerne qu'un saignement du rectum, alors que l'hématochézie prend en compte l'émission de sang rouge vif par l'anus, mais ça concerne tous les segments du tractus digestif. Vous avez parlé de l'hématochézie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit tantôt que l'hématochézie, c'est l'émission par l'anus du sang rouge vif. Et est-ce grave d'avoir du sang dans les selles? Oui, c'est très grave d'avoir du sang dans les selles. C'est d'autant plus grave parce que quand vous prenez un être humain adulte, c'est environ 5 litres de sang. Alors, si vous en venez à en perdre, ça dépend de l'abondance. Donc, ça peut mettre en jeu votre pronostic vital. Donc, ça peut aller vers le décès. Mais aussi, même si ce n'est pas de grande abondance, aussi minime que ça soit, ça peut cacher une maladie grave, notamment un cancer. Un cancer au niveau du rectum ou un cancer au niveau du côlon. Donc, c'est de ça qu'on a tous peur. Et quelles sont les localisations possibles de saignement dans les selles? Alors, quand on prend de façon thématique au plan nosologique pour les caractériser, les saignements dans les selles, quand on parle de rhétorragie, c'est l'ancien thème, là, c'est, la localisation, c'est sur le rectum. Alors que si on parle d'hématochézie, l'origine du saignement peut se retrouver à n'importe quelle partie du tractus digestif. J'entends par tractus digestif, depuis l'œsophage, en passant par l'estomac, le jéjuno-iléon, ce qu'on appelle l'intestin grêle, et le gros intestin que l'on appelle côlon, et le rectum et l'anus. Donc l'hématochézie, l'origine peut se situer à n'importe quel endroit au niveau de ce tube digestif. Et le méléna, il faut dire que l'origine est en amont de l'angle colique droit. Donc le gros intestin, c'est ça qu'on appelle le côlon, et c'est 3 portions. 3 ou 4 portions, on parle du côlon sigmoïde et du côlon gauche, et après on va parler du côlon transverse et du côlon droit. Donc il faut dire que l'origine du méléna, c'est devant l'angle du côlon droit. Donc si quelqu'un a du sang noir dans les selles, la partie qui est en train de saigner, ça se repère en avant de l'angle colique droit. Voilà de façon schématique ce que je peux dire sur les origines des différents saignements qui peuvent être dans les selles. Et quelles sont les causes du saignement dans les selles? Alors, il faut dire que les causes de saignement dans les selles sont multiples. Les causes sont multiples, mais on va insister sur les causes les plus fréquentes. On va insister sur les causes les plus fréquentes. Alors, s'il s'agit du sang rouge vif, généralement, ce qu'on appelle la rhétorragie ou anciennement ou l'hématochézie, le plus souvent, c'est la maladie hémorroïdaire qui vient en tête. C'est les hémorroïdes. Les hémorroïdes, ce sont des veines qui se vascularisent la partie terminale de notre tractus digestif et pour une raison ou une autre, ça devient turgescent et ça commence par saigner. Donc, on fait la maladie. Donc, c'est les hémorroïdes qui occupent la tête de plomb là. En dehors de ça, il y a d'autres maladies propres à la marge anale qu'on appelle la fissure anale. Donc, c'est des petites déchirures au niveau de la commissure anale et qui font saigner et qui font mal aussi à l'anus. Quand on quitte là, on va rentrer dans le grand tiroir des inflammations au niveau du côlon, ce qu'on appelle les colites. Et ces inflammations de côlon, ça peut être d'origine infectieuse, d'origine inflammatoire. Donc infectieuse, par exemple, ça peut être une bactérie, ça peut être des parasites. Inflammatoire, c'est généralement des maladies inflammatoires chroniques des intestins, ce qu'on appelle la maladie de Crohn ou la rhétocolite uséro-hémorragique. En dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les diverticules. Et les diverticules, c'est chez les personnes les plus âgées. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, et suivant certains types d'alimentation, il y a de petits trous qui se forment dans le côlon. Et donc, ces trous-là, quand on prend certains médicaments qu'on appelle des anti-inflammatoires, des médicaments pour des douleurs articulaires par exemple, ça donne des ulcérations dans ces trous qui sont formés dans le diverticule. Et ça met à nu des vaisseaux et ça se met à saigner. En dehors des saignements diverticulaires, il y a des malformations au niveau de certains vaisseaux. Ces malformations au niveau de vaisseaux, ce qu'on appelle les angiodysplasies, donc les anomalies au niveau des vaisseaux peuvent faire saigner. Et aussi, il faut dire que
Quand quelqu'un a par exemple un cancer par exemple du côlon ou bien un cancer de l'utérus et on fait un traitement par ce qu'on appelle de la radiothérapie sur des organes qui sont proches du rectum ou du côlon, ces organes-là vont prendre les radiations et ça va se mettre à saigner. Et la dernière cause qui est la plus grave, ce dont on a tous peur, c'est bien sûr le cancer. Donc vraiment, quand nous on trouve ça, c'est la première chose à laquelle on pense en fonction de l'âge, surtout si le sujet a plus de 45 ans. On pense au cancer du côlon ou du rectum. Voilà. Oui, vous avez parlé de maladie de Crohn. Et qu'est-ce que c'est et comment ça se manifeste? Alors, la maladie de Crohn, ça fait partie de ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques des intestins. Il faut dire que c'est des maladies qui sont propres à des terrains génétiques particuliers et généralement, c'est des individus qui ont des épisodes de diarrhée avec du sang. On parle d'émission de sels gléro-sanguinolentes et c'est des épisodes de diarrhée et avec du sang. Ils ont des douleurs au ventre et là, vous allez les voir, parfois, ils perdent du poids. Et donc, quand on va faire les examens appropriés, on va faire des prélèvements au niveau de la muqueuse du côlon et l'anapathe va confirmer qu'effectivement, c'est une maladie de Crohn ou bien c'est une rectocolite ulcéro-hémorragique. Il y en a deux formes. Il y a la maladie de Crohn. Il faut dire que la maladie de Crohn concerne tout le tractus digestif. Vous pouvez avoir des anomalies depuis l'œsophage jusqu'à l'anus. Alors que la deuxième variante qui est la rectocolite ulcéro-hémorragique, c'est beaucoup plus distal. Vous avez les lésions que dans le rectum et parfois le côlon gauche. D'accord, il n'est pas rare d'entendre dire que les aliments qui confèrent leur couleur noire au sel, il existe des aliments qui confèrent leur couleur noire au sel. Et dites-nous scientifiquement, est-ce que cela est justifié? Oui, bien sûr, il y a des aliments qui donnent la couleur noire au sel, parce que je vous ai dit le méléna, c'est l'émission du sang noir digéré dans les sels, donc à ne pas confondre avec le méléna. Alors, si vous êtes en Europe par exemple, vous allez entendre parler du boudin. Le boudin, ça colore les sels en noir. Il faut dire que le correspondant du boudin chez nous, en Afrique et surtout au Bénin, c'est le bok-pété par exemple. En dehors de ça, au nord, vous avez ce qu'on appelle du gombo séché. Les gens ils sèchent le gombo et on prend. Ça peut colorer les sels en noir. En dehors de ces aliments, il faut dire aussi qu'il y a des médicaments qui colorent les sels en noir. Notamment quand vous avez des gens qui émettent des sels noirs, il faut poser la question de savoir est-ce qu'ils ne prennent pas du charbon ou bien est-ce qu'ils ne prennent pas du fer, ou bien ils ne sont pas sur un traitement d'anémie par du fer par exemple. Ils colorent les sels en noir. Mais je tiens à préciser que dans ce contexte-là, de coloration des sels par un aliment ou par un médicament, ça n'a pas d'odeur. C'est ce qui fait la différence avec le méléna. C'est du sel noir sans odeur, alors que dans le méléna, c'est malodorant. Et quand les sels ont une couleur noire, est-ce que cela veut dire forcément qu'il y a du sang dans les sels? A priori, c'est beaucoup mieux de prendre ça par essai que de passer à côté de quelque chose de sérieux. Donc, si les sels sont noirs, il faut investiguer jusqu'à ce que il faut peut-être voir si ça a une odeur qui correspond du méléna et aller rechercher l'origine et traiter. Mais il ne faut pas le banaliser. Surtout si le sujet ne prend pas les médicaments ou des aliments qui sont connus ayant une propriété de colorer les sels en noir. D'accord. Et quels sont les examens qu'on pourrait demander pour rechercher l'origine du saignement dans les sels? Alors, il faut dire que pour retrouver l'origine d'un saignement dans les sels, je ne vais pas parler des examens de laboratoire et autres. Le seul examen qui est vraiment recommandé en fonction du contexte et de l'âge, alors il faut aller faire ce qu'on appelle une endoscopie. Endo pour dire intérieur, scopie pour dire caméra. Donc, il faut aller mettre la caméra à l'intérieur de ce tractus digestif pour voir qu'est-ce qui saigne et quel est le problème. Donc, on appelle ça endoscopie digestive basse. Pour d'autres, on va parler de coloscopie. Coloscopie, c'est-à-dire quoi? On va faire tout le gros intestin ou bien une rectosigmoïdoscopie. On s'arrête juste au niveau du côlon gauche. Et ce sont les gastro-entérologues qui font ce genre d'examen-là. Et ça nécessite une préparation particulière du côlon avant d'aller faire cet examen-là. Parce que vous savez que cette partie comporte les excréments, les déchets. Et donc, avant de faire
faire ce genre d'examen, on soumet le malade à un régime et on soumet le malade à une préparation spécifique pour nettoyer tout son côlon qui n'est pas du tout de sel pour qu'on puisse mieux voir la muqueuse et voir qu'est-ce qui est en train de saigner. Et à quel moment doit-on consulter un médecin? Il faut consulter un médecin à partir des tout premiers symptômes. Il faut vraiment consulter à partir de la première fois où vous remarquez que vous avez du sang dans les selles. Et déjà, même si vous êtes quelqu'un qui a ce qu'on appelle des troubles du transit, notamment les troubles du transit, c'est-à-dire quoi, les difficultés à l'évacuation, donc une constipation par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que les facteurs qui prédisposent à ce qu'on appelle la maladie hémorroïdaire, je vous ai dit que c'est la première étiologie de saignement dans les selles, quand tout ça c'est du rouge vif. Les premiers facteurs là, c'est la constipation, le fait de passer des heures dans les toilettes ou d'avoir des selles très dures, ou bien parfois certaines personnes vous disent qu'ils sont obligés de mettre le doigt pour aller chercher les selles, donc les manœuvres digitales et tout. Donc quand vous avez ces difficultés à aller aux toilettes, il faut consulter. Donc ce sont là les symptômes. Oui, là, parce que le fait d'avoir des difficultés, des selles dures, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut vous déclencher une maladie hémorroïdaire, ou bien ça peut déchirer la commissure anale et vous donner la fissure anale qui va faire très mal. Vous aurez la hantise de faire les selles et vous aurez du saignement après les selles. Et quelles sont les mesures préventives du saignement dans les selles? Alors, les mesures préventives, c'est-à-dire que déjà, il faut dire que dans ce contexte, la cause la plus grave, c'est le cancer. Et il y a des facteurs génétiques. Donc, en Europe, par exemple, je vous dis, je n'en ai pas parlé, on est dans la prévention. Il faut dire qu'en Europe, par exemple, à partir de 45 ans, ou 45 ans, vous allez recevoir un courrier dans votre boîte mail. C'est un test immunologique qui permet de faire la recherche de sang occulte dans les selles. C'est-à-dire quoi? De sang que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Et là, c'est des tests immunologiques. Et là, si c'est positif, si vous êtes positif à ce test, on vous amène faire ce qu'on appelle la coloscopie, l'examen dont j'ai parlé, pour aller voir l'intérieur de votre côlon, pour voir s'il n'y a pas un cancer qui est en train de se développer. Mais chez nous, bon, vous savez, on a encore beaucoup de retard. Ces choses, on n'est pas dans une grande stratégie de prévention. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si dans votre famille, vous avez un parent, surtout de premier degré, papa, maman ou les oncles, les apparentés au premier degré, qui ont souffert de ce qu'on appelle une maladie, un cancer du côlon ou du rectum, obligatoirement, n'attendez même pas de commencer par avoir des saignements dans les selles à partir de 35 ans. Venir pour aller faire ce qu'on appelle une colonoscopie. Pour voir soit des tumeurs bénignes, il faut les enlever dans ce cas parce que c'est eux qui vont se transformer plus tard en cancer. Et il faut avoir une alimentation saine. Il faut avoir une alimentation saine parce que il faut dire que le secret pour vivre longtemps, c'est zéro alcool, zéro tabac. Moins sucré, moins gras. 5 portions de fruits par jour et une demi-heure de marche du lundi au dimanche. Et il faut consommer assez de fruits et de légumes. On ne mange pas beaucoup de fruits, c'est pas bien. Les fruits et légumes, ils ont assez de fibres et c'est digeste. Donc il faut tout faire pour avoir un transit normal, pour ne pas être amené à forcer quand on va aux toilettes. D'accord, vous êtes beaucoup plus focalisé sur l'Europe. Est-ce qu'en Afrique, chez nous, il n'existe pas des mesures de prévention ou des moyens pouvant lutter contre le saignement dans les seins? Alors, je dis, chez nous, on n'a pas encore de stratégie de prévention ou de rechercher de façon occulte le saignement dans les selles. Il n'y en a pas encore chez nous en Afrique et même au Bénin. Pour l'instant, on n'en a pas. Il n'y a donc pas d'espoir pour ces personnes-là qui ont remarqué ou qui remarquent la présence du sang habituellement dans le sel. Non, on est en train de ne pas dire la même chose. Si vous avez du sang dans les selles, bien sûr, vous consultez les spécialistes, on est là sur place, on va faire les examens appropriés pour voir quel est le diagnostic et pouvoir soigner la cause. Maintenant, je parle de prévention, c'est-à-dire de façon indirecte, aller rechercher le saignement occulte dans les selles. Il n'y a pas cette stratégie chez nous, c'est de ça que je parle. D'accord. Parce que dans le saignement des selles, ce dont on a tous peur, c'est le cancer. Et ailleurs, il y a des stratégies pour aller même rechercher, de ne pas forcément attendre que ça arrive avant de pouvoir aller le rechercher, même si on ne le voit pas à l'œil nu. Mais c'est ça qu'on n'a pas encore chez nous. Et bon, on espère que il y a beaucoup de programmes de lutte contre les maladies non transmissibles et autres un peu partout maintenant. Et on espère qu'on va en venir là. Et comment soigne-t-on ce mal?
Alors, pour soigner les saignements dans les selles, ça dépend de la cause. Quand vous traitez la cause, le problème est réglé. Donc, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais... les auditeurs en ont besoin. Si je pense que quelqu'un qui a du sang dans les selles, il faut qu'il vienne à l'hôpital et puis, bon, on va faire ce qu'il faut. Si c'est du sang rouge, je vous ai dit, c'est la maladie hémorroïdaire qui est le plus connue. Et il y a un traitement médical, il y a des traitements instrumentaux, il y a des traitements chirurgicaux. Mais je ne vais pas donner, souffrez que je ne donne pas de détails de traitement sur un plateau. D'accord. Vous savez, quand on commence par citer des noms de médicaments, ce dans quoi on tombe, c'est quoi? On tombe dans l'anarchie et l'automédication et ce n'est pas une bonne pratique. Et des recommandations pour prévenir le mal? Alors, les recommandations, je le disais à l'instant, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. J'ai rappelé comment il faut faire pour vivre autant que le lever du jour. Il faut consommer assez de fruits et légumes. Et il faut manger équilibré. Et il faut ne pas rester sédentaire. Il faut avoir une activité physique régulière. Et il faut consulter son médecin au moindre symptôme. Il ne faut pas attendre que les choses s'aggravent. Parce que sang dans les selles, on appelle ça un signe d'alarme. Ce n'est pas quelque chose de banal. Quand quelqu'un a du sang dans les signes, on qualifie ça de signe d'alarme. Et si la personne commence par perdre du poids, donc un amaigrissement, ça devient préoccupant parce qu'on pense au cancer. D'accord, je rappelle que vous êtes Martin Sopon, vous êtes médecin hépato-gastro-entérologue au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Et nous sommes à la fin de cette émission réalisée par Tibus Harry Renaud. J'espère que vous savez quoi faire désormais lorsque vous remarquez du sang dans vos selles. Moi, je suis Rachel Poussassi, au revoir.